Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Noah pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage, et bienvenue à mon invité Christian Broucaré. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports de Nouvelle-Aquitaine. Bon, c'est un peu long, hein. Si je résume, vous êtes le porte-parole des usagers de tous les modes de transport, du train, du vélo, en passant par le bus. Quel est votre rôle exactement ? Alors, notre rôle principal, c'est de porter la parole des usagers auprès de tous les organismes, la préfecture, la métropole à Bordeaux, dans toutes les grandes villes. On participe à quelque chose qui n'est pas un gros mot, qui s'appelle la CCSPL, c'est la Commission consultative des services publics locaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'une collectivité délègue une fonction à un opérateur, par exemple à Keolis à Bordeaux, eh bien, on a un rapport d'activité de l'opérateur et du délégant, c'est-à-dire la métropole à Bordeaux, et on fait des critiques et on essaye de faire évoluer les choses. Donc la FNOT a pour habitude d'être force de proposition. Donc on a par exemple réussi à obtenir les services partiels sur Bordeaux, où le tram ne va pas à chaque extrémité. Et puis quelque chose qui est très important pour nous aussi, l'information pour les usagers, c'est-à-dire ce que vous avez sur votre smartphone, ou le tout petit QR code qui est dans tous les arrêts de bus et qui, quand on y clique dessus, on sait quand est-ce qu'arrive le transport en commun, donc particulièrement dans le bus, parce que dans le tram, c'est inefficace. Vous parlez de Bordeaux, mais ce que vous faites, c'est à l'échelle de toute la région. C'est à l'échelle de toute la région. Pour nous, en Nouvelle-Aquitaine, et bien sûr, les FNOT régionales de toute région font la même chose. Et au niveau national, par exemple, on a aussi des juristes qui défendent les usagers quand il y a des accidents. Et un sujet qui a beaucoup occupé les juristes cette année, c'est avec le Covid, les problèmes qu'il y a eu avec les compagnies aériennes. Donc on a des juristes spécialisés qui défendent les usagers, ils nous consultent directement ou indirectement, et on fait par exemple la partie transport de 60 millions de consommateurs. Ils sont beaucoup à vous solliciter, les usagers, pour mener des actions juridiques ? Alors, sur le sujet principal, c'est les difficultés avec les compagnies aériennes. J'ai perdu mon bagage, je ne suis pas remboursé, mon avion est parti avec un jour de retard. Après, de toute façon, pour ce qui est des opérateurs locaux, que ce soit sur les TER ou sur les opérateurs locaux, nous, on les traite en direct. Avec les compagnies aériennes, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus dans le juridique. Et après, on peut aussi régler les problèmes sur les TGV, sur les intercités. Sur tous les modes de déplacement, on a quand même notre fonction et on est quand même écouté parce qu'on est force de proposition. Alors Christian Broucaré, on est ensemble pendant une demi-heure. On va revenir, revoir les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et cette semaine, l'actualité elle a été marquée par la LGV, la ligne à grande vitesse. C'est plus particulièrement par le financement de son prolongement au sud de Bordeaux. Lundi, les élus du Conseil régional ont approuvé une participation à hauteur de 710 millions d'euros. Je vais y arriver. Christian Broucaré, je vous propose de revenir en images sur ce vote avec ce premier reportage tourné à Bordeaux. On se retrouve juste après. Le projet GPSO est donc adopté à une très large majorité. Le plan de financement du GPSO, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, nom de code de la LGV, est donc adopté par la région. La Nouvelle-Aquitaine contribuera à hauteur de 710 millions d'euros pour la création des deux lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. C'est l'avenir qui se joue. L'avenir pour lutter contre le mur de camions qui empoisonne la vie de nos concitoyens, la sursaturation de nos routes et le report modal permettant d'entrer en ville avec le train sans embouteillage. Un projet de LGV soutenu ici bien au-delà de la majorité socialiste. C'est un projet qui globalement est pertinent au niveau économique, écologique, on l'a dit, mais aussi parce qu'il faut reconnaître que l'exécutif a bougé. Entre le 11 octobre où on nous présente une délibération où par exemple la participation régionale était à 580 millions et puis la délibération d'aujourd'hui où elle est à 710, il y a un certain nombre de déséquilibres qui ont été corrigés. Une analyse à laquelle s'oppose le groupe écologiste, lui plaide pour la rénovation de la ligne existante et refuse la création d'une nouvelle infrastructure. Ça va détruire 5000 hectares d'espaces naturels et notamment quasiment près de 3000 hectares de forêt.
Et tout ça pour gagner 22 minutes pour aller à Toulouse et 6 minutes pour aller à Dax. Donc c'est un non-sens. C'est c'est presque dogmatique de devoir faire ce projet et ça on le déplore. C'est manquer de pragmatisme et je pense que c'est assez désastreux pour la région. Le financement de ce projet de LGV de 14 milliards d'euros n'est pas encore bouclé. 11 collectivités territoriales doivent y participer, mais certaines rechignent encore. Il faut donc attendre les prochains votes cette semaine des communautés d'agglomération de Mont-de-Marsan, Dax, Pau, Agen et du Pays Basque pour faire les comptes. Alors ça vient d'être dit dans le reportage, le financement est loin d'être bouclé. D'ailleurs, cette semaine, les élus de l'agglomération de Dax ont dit non à ce projet. Vous, Christian Broucaré, on le sait, vous y êtes favorable à ce prolongement de la LGV. Pourquoi ? Alors, plus que LGV, moi je parlerai en termes de lignes nouvelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes actuelles, elles ont été créées il y a 150 ans. Et on peut quand même partir du principe, je vais vous faire un parallèle avec le routier, parce que ça les gens comprendront. Si on restait sur les autoroutes, sur les routes napoléoniennes, qui sont certes très jolies avec des platanes de part et d'autre, on ne roulerait pas vraiment à la même vitesse qu'on roule sur les autoroutes à 130 km/h. Aujourd'hui, si on fait une route nouvelle, on la fait à 2 fois 2 voies, séparée par un terre-plein central, en évitant les croisements, et on roule à 110 s'il n'y a pas de péage, et à 130 s'il y a un péage. Aujourd'hui, si on fait une infrastructure nouvelle, une ligne nouvelle, elle est faite pour rouler à 350, mais rien n'empêche que demain, il y ait des trains qui roulent à 150 pour faire, par exemple, des services régionaux à grande vitesse entre Agen et Bordeaux, comme il y en aura très prochainement entre Bordeaux et Angoulême ou Bordeaux et Poitiers. Donc nous, on est pour. Pourquoi ? Parce que ça permettra de dégager des sillons, c'est-à-dire des possibilités de passage de train sur les lignes classiques, qui sont quand même un peu à bout de développement, parce qu'au bout de 150 ans, si vous faites quelque chose il y a 150 ans, il arrive un moment où vous pouvez l'améliorer, mais il arrive un moment où il faut savoir tout tomber et tout refaire. Donc voilà, donc on est né à ce sujet-là, il faut quand même préparer l'avenir, il ne faut pas obérer l'avenir, et donc ces infrastructures nouvelles, les usagers en ont besoin. Oui, parce que voilà, j'allais vous parler des usagers, parce que là vous parlez des infrastructures, il faut les renouveler, ok, ça je comprends. Les usagers, il y a une vraie demande Bien sûr qu'il y a une vraie demande, parce que quand on entend au sud de Langon que le train ne s'arrête pas à telle gare ou telle gare, il faut voir que quand vous avez quelqu'un qui arrive d'Agen ou de Marmande, il n'a pas envie de s'arrêter tous les 2,5 km, il a envie d'arriver le plus vite possible à Bordeaux, par exemple. Donc ça veut dire que, étant donné que les trains ne se doublent pas, de par la capacité ancienne des lignes, si on a des nouvelles infrastructures, on pourra se permettre d'avoir ce qu'on appelle des omnibus qui s'arrêtent à toutes les gares, et puis des trains rapides qui font juste les grandes villes. Et puis ça, c'est tout à fait dans le cadre du TER et du Conseil régional. Et là, entre ces grandes villes, entre Bordeaux et Toulouse, par exemple, ils sont nombreux, les usagers, à vouloir emprunter Bien sûr, parce qu'on voit bien que suite au Covid, il y a eu une appétence pour les gens d'habiter dans les petites villes. Et je pense que des villes comme La Réole, des villes comme Marmande vont renaître suite à cet épisode du Covid. Et il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir se déplacer et de façon efficace et sans y passer trop de temps et surtout ne pas être dans leur voiture du fait des dégagements carbone. Alors là, vous venez d'évoquer les arguments en faveur de la LGV. Toutefois, beaucoup dénoncent le coût de cette ligne à grande vitesse. C'est 14 milliards d'euros au total. Lundi, vous le voyez sur cette image, environ 200 personnes ont manifesté devant l'hôtel de région. Parmi les manifestants, des maires venus de Gironde et du Lot-et-Garonne. Ils réclament la rénovation des lignes existantes. C'est vrai que par moments, on a aussi cette impression de deux poids, deux mesures. D'un côté, un investissement énorme pour la LGV et de l'autre, des petites lignes, alors vous n'aimez pas le terme, mais vous allez me dire pourquoi, qui sont parfois laissées à l'abandon. Alors, ce n'est pas des petites lignes parce qu'il n'y a pas de petits usagers. C'est des lignes de desserte fine du territoire dont on a besoin. Mais de toute façon, le conseil régional assure sa part, il n'y a pas de souci. Alors, autant la somme paraît énorme de ce que va mettre le conseil régional, mais quand vous faites bien les totaux, vous vous rendrez compte que sur 30 ans, ça fait 27 millions par an, ce qui est négligeable pour le conseil régional, parce que je vous rappelle quand même que le budget du conseil régional, c'est 3 milliards 100. Donc vous voyez, et aujourd'hui, de toute façon, le conseil régional met déjà de l'ordre de presque 400 millions, entre 360 et 400 millions suivant les années, pour les TER et les bus régionaux. Donc vous voyez que c'est tout à fait à la portée du conseil régional
de financer sa partie sur cette infrastructure nouvelle. Et toutes les collectivités, de toute façon, en fonction de leur taille, sont en capacité. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le loyer de l'argent est très faible, que les intérêts sont très faibles. Donc, ce n'est pas une trentaine, même une quarantaine de millions pour le conseil régional par an qui est si important. Il faut beaucoup relativiser. C'est vrai que les chiffres paraissent énormes, mais il faut toujours ramener à la réalité. Et la réalité, c'est que ces infrastructures, on en a besoin parce que les gens veulent se déplacer. Je l'ai dit précédemment, il y a une volonté, il y a une appétence d'aller dans les petites villes. Il faut rappeler quand même qu'une ville comme Mont-de-Marsan, qui est la préfecture des Landes, je le rappelle, n'est desservie que par des TER. Demain, quand elle sera desservie par la ligne nouvelle, ça permettra aussi une renaissance de Mont-de-Marsan. Vous pensez que les gens vont justement se tourner vers ces villes pour y habiter et continuer de travailler dans des grandes métropoles comme Bordeaux, et puis parce qu'aussi on en a eu la démonstration avec le Covid, c'est que les gens font du télétravail et ne vont dans leur entreprise que 1 ou 2 jours par semaine. Donc ils peuvent se permettre de s'éloigner. Et puis ça continue, parce que là, le télétravail est encore une nouvelle fois préconisé par le gouvernement. Et on voit que maintenant, de toute façon, c'est rentré dans les mœurs. Alors certes, je pense que les gens iront toujours 2 jours ou 3 jours peut-être dans leur entreprise, ceux qui peuvent, parce que tout le monde ne peut pas faire du télétravail, mais aussi il faut penser à ces gens qui ne peuvent pas faire du télétravail et qui, pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a une volonté des Français d'avoir leur maison dans la campagne, et il y a quand même des gens qui sont obligés de venir travailler, par exemple, de leurs mains dans les grandes villes, parce qu'ils ne peuvent pas faire du télétravail. Il faut passer aussi à ces gens-là et leur donner les possibilités de se déplacer de façon rapide et efficace. On va faire un petit point là sur les petites lignes. On va prendre un exemple. De finalement, je n'y arrive pas. Je vais me le noter après pour lancer le prochain reportage. Donc, les lignes de desserte fine du territoire. C'est bon, ça rentre. Et on va prendre l'exemple de la ligne qui relie Brive à Limoges en passant par Saint-Thirier. Vous la connaissez bien. Vous allez nous en dire un mot juste après. Sa remise en état risque d'être menacée par l'éventuel LGV Bordeaux-Toulouse. Christian Broucaré, vous levez les yeux au ciel. Vous réagirez juste après ce reportage. De l'argent jeté en l'air. Devant le siège du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, les défenseurs des trains petites lignes ont fait dans le symbole ce matin, faire voler les milliards de la grande vitesse. À 250 km de là, dans son bureau, la présidente du comité de vigilance ferroviaire, elle aussi, s'inquiète. Plus de 42 millions d'euros inscrits dans le contrat État-région sur les petites lignes et pas un centime de débloqué. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on n'a rien d'amorcé. C'est bien ce qui nous inquiète. Et comme là, on arrive aujourd'hui à un vote au niveau de la région où on programme des investissements, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on réponde à cet engagement dès aujourd'hui. En première ligne, la remise en état de la liaison Brive-Limoges par Saint-Thirier ne subsiste désormais que 2 tronçons, Saint-Thirier-Limoges et Brive-Objat. Pour la majorité régionale, le dossier reste d'actualité. Il n'est pas menacé par le projet grande vitesse, mais uniquement en attente de précisions financières et de calendrier. Il faut qu'on puisse avoir effectivement l'ensemble des prix de la part de SNCF Réseau pour pouvoir nous prononcer et pour pouvoir lancer l'opérationnalité des travaux. Dont acte à Pompadour, où la gare est ouverte, mais où ne passe plus un train. On ne vend que des billets. On espère que les promesses ne soient pas du vent. Il faut rouvrir la ligne, recréer un système ferroviaire, mais les millions peuvent paraître énormes, et on l'entend. Des millions pour les petites lignes, face à la grande vitesse à coups de milliards, ça sent quand même le bras de fer, à chacun sa voix. Une réaction là-dessus? Alors, c'est une réaction purement géographique. La ligne Bordeaux-Toulouse, c'est comme ça. L'autre, elle est comme ça. Donc, je ne vois pas... Bon, après, il est tout à fait normal que, dans la limite où on fait un focus sur le ferroviaire, les gens se servent de ces éléments pour promouvoir leurs problèmes et pour essayer d'avoir des solutions. Sauf que je pense que le niveau d'information de l'ADA n'est pas assez élevé parce qu'il y a un contrat de plan État-région qui a été signé. Il y a une volonté quand même de l'État de la rénovation des lignes de desserte fine du territoire. Mais ce qu'elle dénonce aussi, c'est un calendrier qui traîne. Ah oui, mais dans le ferroviaire, tout est très long. Vous dites bonjour, c'est fait dans 3 ans. C'est comme ça. Mais oui, mais c'est comme ça. Et puis, regardez la LGV, la concertation, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Et ce sera réalisé pour Bordeaux-Toulouse en 2030, s'il n'y a pas de retard.
et pour Dax en 2040. Alors c'est vrai, vous savez, c'est le propre de l'humain. Quand on se projette dans l'avenir, ça semble toujours très loin parce que derrière, il y a votre fin qui est proche. Si vous vous tournez, hier, ça semble très proche. C'est tout à fait normal, c'est humain. Nous, on a cette expérience-là. Je vous l'ai dit, on est force de proposition. On suit les lignes dessertes fines du territoire comme les LGV. On ne les oppose pas. Il y a des complémentarités. Ces complémentarités, on y veillera. La gare d'Agen, on a des sujets encore sur les grands projets du Sud-Ouest, mais je ne suis pas inquiet. Vous savez, on a touché les pieds. On a touché le fond de la piscine avec les pieds et on remonte dans le ferroviaire. Vous savez, notre ancien président de la FNOT, Jean Sibardière, avait pour habitude de dire pour le routier, on agit, pour le ferroviaire, on réfléchit. Il faut espérer que cette maxime, demain, on puisse l'inverser parce que c'est l'état de la planète, de toute façon, qui le demande. Alors, ces lignes de desserte fine du territoire, quel avenir vous voyez pour ces lignes qui sont souvent déficitaires? De toute façon, tout le ferroviaire est déficitaire, même les transports à Bordeaux sont déficitaires. L'usager, et c'est pour ça qu'on s'appelle usager et qu'on ne s'appelle pas client, parce qu'on est client du TGV, par contre on est usager du TER, parce que la collectivité compense ce que paye le client, au grand maximum une trentaine de %, et le coût réel du service, que ce soit dans l'urbain ou que ce soit sur les TER. Donc, on n'a pas d'inquiétude. On sait que ça va le faire parce que c'est l'urgence climatique aussi qui le demande et que les gens ont compris que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler dans un train et c'est beaucoup plus confortable. Et surtout pour entrer dans les grandes villes, le président Rousset l'a dit dans votre premier reportage, il est quand même très compliqué de rentrer dans toutes les villes, que ce soit La Rochelle, que ce soit Limoges et tout, le matin et le soir, même si avec le télétravail, il y a un peu moins de circulation. Je ne vous parle même pas de Bordeaux. Et donc, qu'est-ce qui permet? On a ces infrastructures, on a la chance en France d'avoir ces infrastructures qui rentrent au cœur des villes, que derrière, il y a des complémentarités, que ce soit avec les vélos, que ce soit avec la marche à pied ou que ce soit avec les transports en commun, tram ou bus, de façon à ce qu'on puisse faire circuler les gens en toute sécurité entre le lieu où ils habitent et le lieu où ils travaillent, ou le lieu où ils étudient, ou le lieu où ils vont dans un hôpital, ou le lieu où ils vont se divertir. Christian Boucaret, vous présidez, donc, je le reprécise, la FNOT Nouvelle-Aquitaine, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Donc, vous représentez les usagers du transport ferroviaire, mais aussi les usagers de la route. La route, justement, je propose qu'on s'y intéresse un petit peu. Direction le Palestel, petite commune de Creuse, j'espère que j'ai bien prononcé, où une opération de remise à niveau à destination des conducteurs de plus de 65 ans était organisée cette semaine dans le cadre de la semaine de la sécurité routière. On regarde. Dès que le panneau stop apparaît, vous appuyez sur le frein, vous pilez la voiture et vous maintenez le pied sur le frein le temps qu'on échange sur ce qui vient de se passer. C'est parti pour une petite virée virtuelle sur les routes creusoises. L'objectif, tester ses réflexes et son temps de réaction. Parfait. En Creuse, le permis, c'est le sésame contre l'isolement, d'où l'idée de ce check-up conduite pour les plus de 65 ans. Une dizaine de Creusois se sont portés volontaires. Ça fait beaucoup de bien. Mais bon, avec le brouillard, c'est ce que j'ai eu ce matin, donc je me retrouvais comme ce matin. Ça me permet de voir, oui, si je suis encore capable de conduire et sans danger pour les autres. Remise à niveau sur le code, simulateur ou mise en situation, c'est une journée de révision complète pilotée par la prévention routière à l'initiative de la préfecture. Ils sont là pour réviser, remettre des réflexes en route. Voilà, il n'y a rien de discriminant, il n'y a rien de honteux. Plus longtemps possible, ils garderont ce sésame vers l'autonomie, le mieux ce sera. Essayez de regarder un petit peu plus loin votre sortie, là-bas au bout, et clignot. Voilà. Très bien. À travers des exercices, il s'agit essentiellement d'adapter la conduite en fonction des effets du vieillissement sur la vue ou les réflexes et au-delà de redonner confiance à ses conducteurs. C'est des personnes qui restent encore relativement alertes et qui, avec quelques petites adaptations et quelques réactualisations, sont parfaitement en capacité de conduire. Ils cherchent effectivement à appliquer ce qu'on leur a présenté, ce qu'on leur a proposé et puis à revenir parce que ça les intéresse. La préfecture entend déjà réitérer l'opération et sinon un bon conseil de la prévention routière. Quelques heures de conduite en auto-école, voilà l'idée cadeau originale et utile pour papy et mamie.
Alors, on bavarde pendant les reportages, mais au tout début de ce sujet, il y a une phrase, moi, qui m'a interpellée. C'est en Creuse, le permis, c'est le sésame contre l'isolement. Parce que le train, il ne s'arrête plus à Dain, le Palestel. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces communes où la voiture est indispensable pour lutter contre l'isolement? Alors, on y travaille parce que j'ai été, il y a une quinzaine de jours dans les Landes. J'ai été aussi dans le 47, où ce sujet a été évoqué, parce que les problématiques sont les mêmes dans toute la Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas que la Creuse. Et heureusement, le législateur a bien fait les choses, parce que dans la loi, il a fait que la région est l'autorité organisatrice des transports. Après, les collectivités peuvent en prendre une charge, mais bon, on va rester sur la région. Et la région organise ce qu'on appelle du TAD, c'est-à-dire du transport à la demande. Alors comment ça se c'est tout simple. Vous savez, les gens, ils se déplacent pour deux raisons. Raison urgente, mais malheureusement, c'est les pompiers ou une ambulance. Et c'est un transport programmé. Je vais au marché, je vais au supermarché, je vais. Qu'est-ce qui empêche la veille de prendre son téléphone, d'appeler un numéro dédié, qui existe déjà, ça existe dans le cadre de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui a été créé par la région, et à ce moment-là, vous programmez votre transport pour le lendemain. Voilà, c'est tout simple, ça existe déjà. On le sait que de toute façon, le permis est un sésame, et particulièrement pour une population vieillissante. Mais c'est aussi une population qui n'a pas été habituée à prendre les transports en commun. On leur a fait passer le permis, on ne leur a pas appris à se servir des transports en commun. Et ça va être aussi l'un de nos challenges en urbain, parce qu'on voit bien que les personnes âgées, le bus, il passe où, il s'arrête. C'est compliqué de prendre le bus. Il n'y a pas la lisibilité du tracé du tramway. Quand on n'est pas né avec, c'est toujours difficile. C'est comme l'informatique. Vous donnez des cours d'informatique aux seniors à côté de vos activités. Quand on n'a pas ces codes, en fait, c'est difficile. Regardez les jeunes étudiants qui viennent de la campagne, quand ils viennent à Bordeaux, ils sont obligés de se déplacer en transport en commun, entre autres pour aller à la fac. Après, c'est des clients potentiels pour le transport en commun. Des gens qui ne se sont jamais frottés au transport en commun. Vous savez, on craint toujours ce qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on connaît un problème, on a l'expérience, on sait s'en servir. Et puis on peut se faire aider aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et sans être un digital native, c'est pas parce que vous parlez d'informatique, mais bon, on peut prendre un téléphone, tout le monde sait téléphoner, appeler, et puis vous pouvez avoir des gens qui vous aident à vous déplacer. Il y a suffisamment d'organismes qui le font, des organismes sociaux entre autres. Autre moyen de déplacement, le vélo. À la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, vous militez depuis plusieurs années déjà pour qu'il y ait des investissements majeurs afin de promouvoir l'usage du vélo. Vous nous en direz un mot juste après ce reportage. Dans notre région, il y a une ville où il se multiplie les vélos, on en voit à chaque coin de rue, c'est Bordeaux. Des deux roues qui inspirent les créateurs. Cette semaine, notre équipe est allée à la rencontre de 3 Bordelais. Ils viennent de lancer leur marque de vélo. Christian Boucaré, on continue de parler mobilité juste après ce reportage? Absolument. Des centres-villes embouteillés, un vélo qui explose et ce petit modèle qui se ferait un chemin. Cette Bordelaise l'a adopté sans hésiter. Bonjour, c'est l'heure de la révision. Ce qui m'a vraiment séduite, c'est les petites roues et sa maniabilité. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus maniable que les vélos classiques. Et puis ce qui m'a séduit, c'est qu'il est produit localement. Il a une bonne bouille. Il y a certaines marques qui mettent Made in France parce que c'est assemblé en France, mais tout vient d'Asie. Je trouve que c'est triché. Mais je trouve que leur démarche elle est géniale, parce que c'est ça l'avenir. De toute façon, il n'y a plus le choix. Donc il faut que ce soit fait maintenant en Europe. Il n'y a plus le choix. Un nouveau vélo de ville pensé pour toute la famille. 85% des composants sont fabriqués et assemblés en Europe. L'idée a germé dans la tête de ces jeunes Bordelais. Il leur a fallu 2 prototypes et 3 années pour lancer leur marque. Des garde-boue qui sont fabriqués sur mesure en France, une selle qui est italienne, un guidon qui est allemand, une béquille italienne, un pédalier qui est portugais. Et donc c'est là que se fait notre différence, c'est qu'on arrive à produire plus facilement, puisqu'on arrive à obtenir toutes nos pièces dans des délais qui restent raisonnables. Faire renaître une filière française du cycle, c'est l'ambition de ces trentenaires. Ils espèrent relocaliser les opérations d'assemblage et à terme tout fabriquer en Nouvelle-Aquitaine. En France, le marché de la petite reine est estimé à plus de 3 milliards d'euros. Alors c'est un véritable marché, on vient de le voir il y a 3 ans, donc
Je le disais avant ce reportage, à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, vous en appeliez au développement du vélo et plus largement aux solutions de mobilité plus écologiques. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Alors, à la FNOT, on est pour la complémentarité entre les modes, parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne va pas aller amener un bus ou un tram jusqu'au fin fond de Pessac, enfin, où il y a peu de monde, c'est pas rentable. Donc, le vélo peut être moyen, on le voit bien de toute façon. C'est pour ça que Keolis a créé les V-Cubes à Bordeaux, pour une complémentarité, pour permettre d'aller au fond de la zone industrielle qui n'est pas servie par un transport en commun. Mais par contre, le vélo ne peut pas être l'alpha et l'oméga, comme on l'a vu dans le schéma des mobilités de la métropole bordelaise, parce que tous les gens ne peuvent pas faire du vélo ou ne veulent pas faire du vélo. Si vous êtes enceinte, on ne va pas vous dire de faire du vélo. Si vous avez un peu peur en vélo, c'est compliqué. Donc, si on ne sait pas en faire aussi. Oui, non, mais ça, à la limite, Vélocité, par exemple, fait d'excellents cours. Ça, Non, mais ils vous apprendront, c'est pas un souci. Sauf que après, on le voit entre autres à Bordeaux, on en voit des extrémités. Moi, je suis sidéré de voir des gens qui se baladent sans lumière, qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas les feux. Surtout là, en période hivernale. Surtout l'hiver, oui, parce que la nuit tombe plus tôt, donc c'est quand même dangereux. Et ça freine aussi certaines personnes qui pourraient passer au vélo parce qu'ils ne comprennent pas. Et puis ce qui manque aussi, et particulièrement à Bordeaux, c'est les infrastructures. Parce que je peux vous assurer que je félicite les conducteurs de bus d'avoir des yeux partout. Parce que quand on est dans un bus, il en arrive de tous les côtés. Il y a eu une dizaine de morts l'an dernier. C'est miracle, parce que franchement, quand on voit les figures libres et pas imposées que font les vélos, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on milite pour qu'il y ait des infrastructures dédiées, parce que faire coexister dans une voie de bus un vélo et un bus derrière, et c'est pas sécure pour le vélo. Moi, je le vois très souvent sur le pont de Pierre. Les gens n'ont pas confiance quand ils ont le bus derrière. Donc, à certains moments, il faut savoir séparer les modes. Donc le vélo est un excellent complément au transport en commun, il n'y a pas de souci. Et quoi d'autre alors ? La marche à pied, parce que d'abord ça fera du bien, ça fera du bien à tout le monde, c'est pas le souci. Et puis c'est des infrastructures, mais là aussi, il faut peut-être qu'il n'y ait pas de poubelles sur les trottoirs, il ne faut peut-être pas qu'il y ait beaucoup trop de stationnement. À chaque fois tous les aménagements. Il faut le repenser, et ce n'est pas obligatoirement des équipements qui coûtent très très cher. Votre fédération fait partie du réseau Action Climat et je voulais juste vous faire réagir rapidement à l'entretien d'Emmanuel Macron diffusé mercredi dernier sur TF1 et LCI. Alors le chef de l'État, il a abordé tout un tas de thématiques, excepté le climat. C'est une absence très symbolique. Comment est-ce que vous avez réagi en remarquant cette absence ? D'abord, à un moment ou à un autre, il y a une campagne électorale l'année prochaine, donc on fera peut-être des propositions qui iront à tous les candidats. Et puis, de toute façon, cette histoire-là du climat, elle doit être intégrée dans tout. Et on voit bien que de toute façon, les entreprises, je vois cette semaine, là, j'étais au comité des parties prenantes de Keolis, où je représentais le réseau de Bordeaux, et on voit bien que de toute façon, c'est déjà dans la tête des opérateurs, il n'y a pas de souci. Et puis il faut aider les gens de toute façon à prendre les transports en commun, entre autres, puisque c'est ce qui est quand même le moins polluant. Et c'est pour ça aussi qu'à la FNOT, on est pour le billet unique, c'est-à-dire que comme avec votre carte bleue, vous payez partout, avec une carte de transport en commun, vous pouvez aller partout en Nouvelle-Aquitaine et puis à terme peut-être partout en France. Et la tarification solidaire, parce qu'il ne faut pas oublier non plus d'aider les gens qui ont le moins de moyens à pouvoir se déplacer d'une façon efficace et écologique. Donc encore plein de choses à mettre en place. On a encore du travail. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, de nous avoir invités. Christian Broucaré, d'avoir été notre invité. Je le répète pour une dernière fois. Alors, il est long, votre acronyme. Vous êtes le président de la FNOT Nouvelle-Aquitaine, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Votre message est passé. Merci. À vous de nous avoir suivis. 20h, le rattrapage s'absente pendant les vacances scolaires, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver dès le 8 janvier. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À très vite.